Chers apprenants, en cette période de confinement, le gouvernement, à travers les ministères sectoriels de l'éducation et de la formation, vous invite à suivre vos enseignants dans des séances de rappel de cours, exercices et devoirs, matière par matière, sous la supervision pédagogique des directeurs d'enseignement et des inspecteurs spécialisés dans leur discipline. Bonjour chers élèves. Dans le cadre de la continuité pédagogique, l'État a pensé au cours sur les médias pour vous aider à reviser. Professora d'espagnol. Inspecteur chargé de physique-chimie. Today, we are going to start our first session of revision. vous aurez à suivre attentivement. À partir de leur poste téléviseur, il y en a qui nous suivent à partir de leur radio. Si vous êtes prêts, nous allons commencer. La valeur réelle de la philosophie. Il y a certaines erreurs que vous commettez dans ce type d'exercice. Ces rappels de cours sont mis à votre disposition à travers les radios, les télévisions et les applications web. En cette période de Covid-19, suivez les cours, faites vos exercices et continuez d'apprendre vos leçons en attendant le retour à l'école. Bonjour chers élèves, bonjour chers parents, bonjour à tous ceux qui nous écoutent et à tous ceux qui nous voient. Je suis Madame Nyaro, professeure de philosophie au lycée Agogne-Yves Centre. Alors nous sommes là pour continuer dans le cadre de la révision par rapport à vos programmes. Et ce matin, nous allons encore aborder un autre chapitre sur la philosophie. Mais avant de revenir au chapitre, la dernière fois, vous avez déjà eu à échanger avec un de mes doyens. Et en quittant, il vous avait laissé une question de recherche. Alors, rapidement, nous allons revenir sur la question pour voir quelle réponse vous avez pu trouver. Et la question disait ceci. Alors, la question disait: la philosophie était définie dans l'Antiquité comme savoir-vivre. Que préconisent les épicuriens pour ce savoir-vivre? Alors, chers élèves, qu'est-ce que vous avez pu trouver comme élément de réponse? Nous n'allons pas nous attarder, bien évidemment, sur la question, mais retenez que comme élément de réponse, il fallait nous dire tout simplement que les épicuriens envisagent la recherche du bonheur. Cependant, la recherche de ce bonheur n'est pas une recherche effrénée comme beaucoup d'entre nous le pensent. Pour les épicuriens, il s'agit donc de la recherche d'un bonheur rationnel, ou du moins d'un bonheur qui ne va pas à la démesure. Et donc, c'est ce que nous attendions de vous comme réponse. Alors, rapidement, nous allons revenir dans le vif de notre révision. Ce matin, nous allons aborder le chapitre de nature, culture et environnement. Il ne s'agit pas, bien évidemment, de faire un cours complet sur le chapitre, mais nous allons tout juste revenir sur quelques aspects du chapitre. Notamment, nous allons revenir sur trois grands axes fondamentaux du chapitre. Premièrement, nous allons vous parler de la problématique de la nature humaine. Ensuite, nous allons vous parler de l'impact des diversités culturelles sur l'unicité du genre humain. Et enfin, nous allons revenir vous parler donc du rapport que l'homme entretient avec son environnement. Alors, rapidement, nous allons commencer par le grand 1 du chapitre, ou du moins de la révision. Le grand 1, donc, que nous avons intitulé « La problématique de la nature humaine ». Qu'est-ce que nous attendons de vous à la fin de cette partie? Nous attendons qu'à la fin donc, de cette révision sur cette partie, vous soyez en mesure de nous dire ou de nous donner la définition de la nature humaine. Bien évidemment, on ne peut pas aller en besogne sans toutefois revenir sur la définition des concepts. Alors, qu'est-ce que nous entendons par la nature d'un homme ou la nature d'une chose? La nature d'une chose ou la nature d'un homme désigne l'ensemble des caractères qui lui sont fixes et immuables. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Ça voudrait dire tout simplement que quand nous parlons de la nature d'un homme ou de la nature d'une chose, nous désignons l'ensemble des caractères qui sont en cette chose ou en cet homme qu'on ne peut pas changer. Et donc, c'est tout ce qu'il y a d'inné et d'instinctif. C'est l'ensemble donc des comportements ou des caractères avec lesquels l'individu naît ou des comportements qu'il a et sur lesquels il n'a aucun calcul.
Donc, lorsque nous parlons de ça, nous faisons donc allusion à la nature de l'homme. Et nous allons maintenant parler de la culture. C'est quoi la culture? Nous disons que la culture est l'ensemble des éléments grâce auxquels s'organise la vie sociale. Alors, ici, nous sommes dans la société. La culture, c'est l'ensemble des acquis, tout ce que nous recevons de l'extérieur, qui vient s'ajouter à ce que nous sommes. Et donc, il faut retenir que la culture, elle varie d'une société à une autre ou d'une communauté à une autre par l'éducation et l'apprentissage. Et par environnement, il faut entendre l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein desquels se déroule la vie. Alors l'environnement, généralement, nous définissons l'environnement comme tout ce qui nous entoure, y compris nous-mêmes, ce qui voudrait dire que l'environnement, ce n'est pas simplement la nature physique que nous voyons, mais nous, en tant qu'êtres humains, nous, en tant qu'hommes, nous sommes éléments de l'environnement. Alors vous allez voir que l'environnement, lorsqu'il est naturel, il est en adéquation avec lui-même. Sauf que l'environnement naturel, à des moments donnés, ne répond pas aux aspirations de l'homme. Et en ce sens, l'homme est tenté d'agir ou de modifier cet environnement-là pour pouvoir répondre à ses besoins. Alors nous allons revenir quand même sur cet aspect de la chose tout à l'heure. Nous allons maintenant passer à la problématique de la nature humaine elle-même. Alors, sur la question de la problématique de la nature humaine elle-même, nous avons 3 points de vue qui se partagent la question. Et le premier point de vue, c'est le point de vue des naturalistes. Alors, c'est quoi le naturalisme? Il faut dire que le naturalisme est cette théorie qui se fonde sur l'hérédité. Donc, l'hérédité, c'est l'ensemble des caractères avec lesquels nous naissons. Et le naturalisme soutient que la nature n'a d'autre cause. Lorsque nous parlons de nature ici, il faut dire que nous parlons de la nature humaine. Nous ne parlons pas de nature en tant que milieu physique, mais là, nous parlons de nature humaine. Et donc, la nature n'a d'autre cause qu'elle-même et que rien n'existe en dehors d'elle. Alors, selon cette tendance naturaliste, l'homme est essentiellement défini par sa nature. Ce qui voudrait dire tout simplement que, avant même de venir à l'existence, chacun de nous a des prédispositions qui lui sont naturelles, et donc il vient une fois dans la société pour pouvoir tout simplement accomplir ces prédispositions naturelles. Et au rang donc des naturalistes, nous avons ceux-là qu'on appelle les essentialistes. Alors les essentialistes, c'est ceux-là qui pensent que l'essence de l'homme précède son existence. Quand nous parlons d'essence, nous parlons de la quintessence même de l'homme. Nous parlons de sa nature, de ce qui fait que l'homme est ce qu'il est. Et donc pour les essentialistes, l'essence de l'homme précède son existence. Ce que nous sommes appelés à devenir, cela est déjà défini avant même que nous ne venions à l'existence. Et au rang des essentialistes, nous citons par exemple Platon, nous citons par exemple le néoplatonicien Plotin, nous citons par exemple Aristote. Alors, toujours avec la question des naturalistes, nous avons au sein des naturalistes les biologistes. Alors, pour les biologistes, la nature humaine relève des données purement biologiques. Ce qui voudrait dire que ce que je dois devenir, je porte les gènes de mon devenir en moi-même. Alors, si je dois être riche, je nais riche. Si je dois être pauvre, je nais pauvre. Parce que dans ma disposition naturelle, je suis né pour devenir quelque chose. Et lorsque nous regardons bien parmi les biologistes, on peut citer par exemple Alexis Carrel, on peut citer Gobineau, on peut citer Ramsay. Alors, il y a une citation d'Alexis Carrel qui a retenu notre attention, je le cite dans L'homme c'est inconnu, je cite, il dit « Ceux qui sont aujourd'hui prolétaires doivent leur situation aux défauts héréditaires de leur corps et de leur esprit, et ceux qui sont bourgeois le doivent aux performances et aux qualités mentales de leurs ancêtres. » Ce qui voudrait dire tout simplement que chacun de nous, en venant à la vie, hérite de ce qu'il doit devenir, soit de ses gènes, soit de sa généalogie. Alors, nous allons continuer. Au-delà donc des naturalistes, il y a un deuxième point de vue qui partage la question de la nature humaine, c'est le point de vue des culturalistes. Alors, c'est quoi le culturalisme?
Le culturalisme soutient que à la naissance, l'homme n'est rien. C'est dans la société et par la société qu'il se fait. Autrement, la société nous inculque l'ensemble des valeurs qui font de nous ce que nous sommes. Donc, contrairement à ce que pensent les naturalistes, les culturalistes, pour eux, donc, l'homme vient à la société comme étant une table rase et c'est au sein de sa société donc qu'on lui inculque les valeurs dont il a besoin pour devenir ce qu'il doit devenir. Nous avons des gens comme Jean-Paul Sartre, des gens comme Simone de Beauvoir qui d'ailleurs dans son ouvrage Le deuxième sexe, je la cite, donc disait « On ne naît pas femme, on le devient ». Donc on ne naît pas naturellement femme, mais c'est l'éducation que nous acquérons au sein de la société qui nous transforme et qui fait de nous des femmes. Alors, et il y a certains anthropologues comme Malinowski qui soutient la thèse de ces existentialistes-là et qui nous dit, je cite Malinowski, « La véritable nature humaine réside dans les structures sociales, second milieu créé par l'homme. » Donc voilà ce que soutiennent donc les culturalistes sur la question de la définition de l'homme. Nous allons passer au troisième point parce que je l'ai dit tantôt sur cette question. Il y a 3 points de vue qui se partagent la question. Et le troisième point de vue, c'est le point de vue des bioculturalistes. Il faut dire qu'une analyse attentive des comportements humains relève qu'il est illusoire. Il est illusoire de vouloir isoler en l'homme ce qu'il y a de naturel d'avec ce qu'il y a de culturel. Et donc pour les bioculturalistes, l'homme se définit à la fois par sa nature et par sa culture. C'est pourquoi d'ailleurs Merleau-Ponty affirmait que chez l'homme, tout est fabriqué, chez l'homme, tout est naturel. Alors pour preuve, si je vous demandais, chers élèves, vous qui me suivez, vous qui m'écoutez, tout à l'heure, si je vous posais la question de savoir où est-ce que commence le naturel en vous et où est-ce qu'il s'arrête, où commence la culture, bien évidemment, ça vous serait difficile de me le dire. C'est pourquoi nous disons que autant, lorsque par exemple, nous prenons une eau tiède, l'eau tiède est composée de quoi? C'est une eau qu'on a réchauffée et peut-être on a puisé une eau froide qu'on a mélangée à l'eau chaude. On obtient une eau froide, ou du moins une eau tiède. Alors, si je vous posais la question, dans cette eau tiède-là, de me relever l'eau froide ou de séparer l'eau froide de l'eau chaude, est-ce que vous seriez capable? Non, bien évidemment. Donc, chez l'homme, c'est l'union du naturel et du culturel qui font la vraie définition de l'homme. Alors, tout en espérant que vous m'avez bien suivi, je m'en vais vous poser une question. L'homme est-il défini par sa nature ou par sa culture? Essayez de me définir l'homme. Est-ce qu'il se définit par sa nature ou par sa culture? Alors, je vous remercie. L'homme est défini à la fois par sa nature et par sa culture. Nous allons passer rapidement à la deuxième partie de notre révision de ce jour. Et cette deuxième partie-là, donc, nous parle de l'impact des diversités culturelles sur l'unicité du genre humain. Nous sommes en train de parler ici de l'unicité du genre humain. Le genre humain est unique, mais le fait que nous appartenions chacun à une culture donnée, est-ce que cela a un impact sur notre appartenance au genre humain? C'est de ça qu'il est question dans cette partie. Et donc, à la fin de la séance, ce que nous attendons de vous en tant qu'apprenants, c'est que vous soyez capables de nous montrer l'impact des différences culturelles sur l'unicité du genre humain. D'abord, il faut dire qu'il n'y a pas de société inculte, il n'y a pas de société sans culture. Et chaque société a sa propre culture. Cependant, ce qui se passe, c'est que nous n'avons pas les mêmes cultures dans chaque société. Et chaque société a tendance à confondre sa propre civilisation à la civilisation. Je vais dire civilisation avec grand C. Et allant donc dans ce sens-là jusqu'à rejeter en dehors donc de l'humanité ceux qui sont étrangers à ces institutions. Il nous est arrivé d'entendre certains dire « tu es d'ici, tu ne dois pas, par exemple, contracter un mariage avec telle de telle localité, tout simplement parce que, sous prétexte que ceux-là ne sont pas civilisés, ceux-là sont sauvages, tout simplement. » Et chers élèves, retenez que c'est là que commence un épineux problème, le problème de l'ethnocentrisme. Et donc l'ethnocentrisme, c'est cette tendance-là que nous avons à privilégier notre ethnie, notre culture, au détriment d'autres cultures.
Et nous disons que l'erreur ethnocentriste consiste à tenir pour sauvage tous ceux qui n'appartiennent pas à la même culture que soi. Cependant, il n'y a pas d'homme naturel sans culture. Vous n'allez pas trouver un seul homme qui soit naturel et qui ne soit pas éduqué. Parce qu'au niveau même de la définition des notions, nous avons dit que la culture, c'est l'ensemble des acquis. Et donc, chaque homme, quelle que soit son appartenance sociale, politique, a déjà, ou donc naît au sein d'une société et reçoit une éducation de cette société. Donc, il n'y a pas d'homme naturel sans culture. Et retenez que la culture a un caractère universel. La culture porte la marque du divers et du relatif. La marque du divers parce que l'univers dans sa totalité est caractérisé par la culture, donc par un certain nombre d'apprentissages de certaines valeurs, un certain nombre d'apprentissages des éducations et tout ce que vous savez, donc des coutumes, des mœurs, des usagers. Et donc à partir de ce moment, lorsque vous quittez une société à une autre, vous allez constater que la manière dont l'éducation est donnée dans une société antérieure, cela n'est pas pareil lorsque vous évoluez vers d'autres sociétés. Donc, chaque société a sa culture. À partir de ce moment, lorsque tu n'appartiens pas à ma culture, lorsque toi et moi, nous n'avons pas reçu les mêmes éducations, est-ce à dire qu'un parmi nous est sauvage et que l'autre est civilisé? Alors, vous allez m'aider à répondre à cette question. Et la réponse, bien évidemment, c'est non. Nous sommes avant tout des hommes avant d'appartenir à une communauté. Nous sommes des hommes, nous avons les caractères universels des hommes en nous avant d'appartenir à une société. C'est pourquoi d'ailleurs Antoine de Saint-Exupéry déclarait, je le cite, « Mon frère, si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. » Et donc retenez que c'est justement parce que nous sommes différents les uns des autres que c'est encore plus souhaitable de cohabiter ensemble parce qu'en échangeant, chacun de nous tire profit de l'éducation ou de la culture de l'autre. Et Marcien Toa abondait dans le même sens lorsqu'il affirmait, je cite, « Les différences raciales sont inessentielles et ne déterminent pas les différences culturelles. » Alors, je suis issu d'une race, certes, mais cela ne fait pas de moi un sauvage ou un acculturé. Alors, si vous m'avez bien suivi lors de cette présentation, je vais vous poser une deuxième question. L'existence des cultures ou de plusieurs cultures empêche-t-elle l'humanité d'être une? Parce qu'il y a plusieurs cultures qui se partagent l'univers. Est-ce que cela voudrait dire que l'humanité dans son ensemble ne peut pas être une? Alors, je vous remercie pour la question. Retenez que, bien évidemment, loin d'être un moteur de division des peuples, l'existence de plusieurs cultures en est le moteur fécond, il est le moteur du développement. Nous allons donc passer rapidement au troisième axe de notre révision intitulé « Rapport entre l'homme et son environnement ». À ce niveau, nous avons subdivisé les rapports entre l'homme et l'environnement à 2 degrés. Mais ce que nous attendons de vous à la fin de cette partie, c'est que vous soyez capables de nous dire le rapport qui existe entre l'homme et son environnement. Alors, le premier rapport que nous avons établi entre l'homme et l'environnement, c'est que l'homme agit sur l'environnement, il pose des actes et en retour, l'environnement lui renvoie une réaction. Donc, nous allons d'abord parler des actes humains et leurs conséquences sur l'environnement. Qu'est-ce qui pousse l'homme à agir sur l'environnement? L'homme est soucieux de la qualité de la vie et en tant que tel, il n'a pas pu se contenter de ce que lui offre l'environnement naturel. Aujourd'hui, quand vous regardez même dans nos consommations de tous les jours, chacun veut manger par exemple une mangue greffée sous prétexte que les mangues naturelles sont trop petites. Et donc, soucieux de la qualité de la vie, l'homme n'a pas pu se contenter de ce que lui offre l'environnement naturel et il s'est engagé à la transformer pour l'adapter à ses besoins. Cependant, il faut retenir que cette transformation s'est accélérée, bien évidemment, grâce à la science. Et si nous regardons bien, René Descartes, déjà autour du XVIIe siècle, nous disait que grâce à la science et à la technique, l'homme devenait comme maître et possesseur de la nature. C'est un vœu émis par René Descartes. Et la communauté internationale s'est saisie de ce vœu-là pour lancer donc une course énergétique contre la nature.
Et il faut retenir que cette course-là ne s'est pas faite sans conséquence sur l'environnement naturel. Alors, comme conséquence de l'exploitation de l'homme par rapport, ou du moins, comme conséquence de l'homme sur l'environnement, nous notons par exemple la dégradation du sol, nous notons la dégradation du sous-sol, nous notons la pollution de l'air et de l'eau par les éléments radioactifs. Et lorsque ces conséquences-là s'engagent, plus tard, on note quoi? On note par exemple la destruction de la couche d'ozone, on note le réchauffement climatique et ceci directement agit sur l'homme par la prolifération de plusieurs maladies. Ce qui voudrait dire que l'homme, en tant que maître absolu agissant sur la nature, devrait nécessairement s'attendre à une réaction de cette nature. Et donc, lorsque nous voyons les conséquences de l'action de l'homme sur la nature, ceci interpelle tout simplement la conscience de l'humanité. Et si nous sommes conscients que l'action de l'homme sur la nature produit des effets inverses ou des conséquences négatives, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans la deuxième partie donc, de notre révision, nous allons montrer qu'il y a une nécessité pour l'homme de préserver l'environnement naturel. Alors l'homme doit préserver l'environnement naturel parce que sa qualité de vie dépend de l'équilibre de cet environnement naturel-là. Et donc, il faut retenir que c'est légitime que l'homme puisse chercher son bonheur et son épanouissement, mais nous devons éviter que la recherche de ce bonheur puisse mettre en péril la vie des hommes que nous sommes, ainsi que la vie des autres êtres. Dès lors, qu'est-ce qui se passe? L'homme doit penser à un développement durable. Nous ne parlons pas de développement humain durable, parce que quand nous parlons de l'environnement, l'homme n'est pas le seul élément de l'environnement. Il y a les végétaux, il y a les animaux, donc il y a les autres êtres qui participent de l'environnement. Et donc nous devons penser à un développement durable en faisant quoi? En tenant compte des lois de la nature. Si je coupe un arbre ici, je dois penser à changer l'arbre là, parce que tout simplement, l'environnement c'est un ensemble, c'est un système. Et donc, il faudrait respecter la nature lorsque nous agissons sur cette nature-là. C'est pourquoi Francis Bacon nous disait, je le cite, « On ne commande à la nature qu'en lui obéissant ». Alors, chers élèves, espérant que vous m'avez bien suivi, vous allez m'aider donc à répondre à cette question. Quel rapport l'homme entretient-il avec son environnement? Selon vous, quel rapport l'homme entretient-il avec son environnement? Alors, je vous remercie. L'homme d'abord agit sur l'environnement, il le transforme et le modifie selon ses besoins. Ceci n'est pas sans conséquence, mais en retour, un deuxième type de rapport, c'est que nous devons agir sur l'environnement en le respectant, en respectant donc ses lois. Alors, si vous m'avez bien suivi, permettez-moi que je vous pose cette question. De quoi avons-nous parlé aujourd'hui? Si nous nous séparons tout à l'heure, qu'est-ce que vous avez retenu comme révision? Alors, nous avons d'abord parlé de la problématique de la nature humaine pour montrer que l'homme se définit à la fois par les données naturelles ainsi que les acquis culturels. Le deuxième volet de notre révision était axé sur l'impact des diversités culturelles sur l'unicité du genre humain. Et là, nous avons montré que, parce qu'il y a plusieurs cultures à laquelle chacun de nous appartient, et donc l'humanité est bien partie pour être une humanité riche. Et le troisième volet de notre révision, nous avons mis l'accent sur l'homme et son environnement. Le rapport entre les deux, c'est que c'est un rapport d'action et de réaction, tout simplement. Alors, je vous remercie. Mais avant de nous quitter, nous allons tout à l'heure passer à un exercice d'application. Exercice qui va nous permettre donc de mettre en valeur un aspect que nous avons donc vu tout à l'heure. Et vous allez noter le sujet avec moi. Le sujet dit, que pensez-vous de cette affirmation de Emmanuel Mounier? Je cite Emmanuel Mounier, il dit « La nature humaine, c'est de l'artifice ». Alors, chacun de nous a eu à faire le cours de méthodologie en classe. On nous a dit qu'il y a plusieurs types de sujets. Ici, nous sommes en face d'un sujet à passage d'auteur. Bien évidemment, pour tous les sujets, il faut d'abord commencer par le niveau de compréhension du sujet. Et au niveau de la compréhension du sujet, en tant que candidat, nous devons tout à l'heure essayer de repérer les concepts clés du sujet
nous allons essayer d'expliquer ces concepts-là dans le but de faire quoi? Dans le but de nous approprier le sujet pour bien le comprendre et dégager la question fondamentale ou ce que nous appelons le problème en vue de le résoudre efficacement. Alors rapidement, nous allons passer à l'explication des concepts du sujet. Le sujet comporte fondamentalement deux concepts clés ici. Le premier concept, c'est le concept de la nature humaine. C'est quoi la nature humaine? Si vous vous référez à notre première partie de la révision, nous avons défini la nature humaine comme étant l'essence d'un homme, ce qui fait que l'homme est ce qu'il est. Et le mot artifice voudrait dire tout simplement ce qui façonne, ce qui transforme, ou si vous voulez, la culture. Alors regardez bien le sujet est accompagné d'une consigne. La consigne dit « Que pensez-vous de cette idée d'Emmanuel Mounier ?» Alors donc, que pensez-vous voudrait dire tout simplement « Que vous suggère ?» Quelle appréhension avez-vous d'eux? Et si nous revenons à la reformulation, on peut dire « Que vous suggère cette idée d'Emmanuel Mounier selon laquelle l'essence d'un homme est liée à sa culture ?» À partir de ce niveau, je crois que le sujet est devenu beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible à notre compréhension et on peut passer maintenant à l'étape suivante, c'est l'étape donc au niveau de laquelle nous allons dégager le problème du sujet. Et ici, de quoi s'agit-il dans le sujet? Puisque généralement, c'est la question que nous nous posons pour pouvoir dégager convenablement le problème. Et face à cette question, un élève qui nous dit, comme problème, il s'agit de la nature humaine, il n'est pas en tort. Un autre peut le formuler d'une autre manière. Il s'agit de la définition de l'homme. Nous sommes tous en raison de le dire. Et lorsque nous finissons de dégager le problème, nous revenons toujours à notre méthodologie. La méthodologie nous dit, après avoir dégagé le problème, nous devons maintenant proposer un ensemble de solutions provisoires que nous appelons la problématique, qui nous permet de résoudre convenablement notre sujet. Et la problématique, elle se décline en 3 axes. Le premier axe, c'est l'opinion générale. Et par rapport à notre sujet, nous formulons l'opinion comme suit. À la naissance, l'homme semble avoir une nature prédéterminée. Nous sommes en face d'un sujet à passage d'auteur. Alors, regardez comment nous allons formuler le constat. Or, Emmanuel Mounier affirme que c'est progressivement que l'homme se fait au sein de la société. Nous sommes donc ici en face de la pensée d'Emmanuel Mounier. Et donc, de l'opinion générale et du constat, quelle question fondamentale nous pouvons dégager? Voici la question, l'essence d'un homme est-elle seulement liée à sa culture? Et à partir de ce niveau, le candidat est bien parti pour nous décliner maintenant le plan du travail. Alors, nous allons toujours rappeler que nous sommes ici en face d'un sujet à passage d'auteur. Et la première partie de notre devoir passe donc nécessairement par l'explication de la pensée de l'auteur, puisque nous sommes en face d'un sujet à plan dialectique. Quand nous parlons de plan dialectique, nous parlons d'un plan qui fait allusion à la thèse, à l'antithèse, à la synthèse, comme vous le savez déjà. Donc, nous allons commencer par expliquer la pensée de l'auteur. Cependant, lorsque l'auteur nous dit que la nature de l'homme, c'est de l'artifice, cela suppose que l'auteur est parti donc d'une idée antérieure, ce que nous appelons en méthodologie les présupposés de la pensée de l'auteur. Qu'est-ce qu'il a entendu dire sur la nature de l'homme? Quelle conception antérieure a-t-il de la nature de l'homme qui le pousse à affirmer ce qu'il vient d'affirmer? Et donc, en tant que tel, nous allons commencer par expliquer ce que les gens pensent, ce que les gens soutiennent généralement, et que donc, Emmanuel Mounier est en train de rejeter à travers sa citation. Et donc, la première idée que nous pouvons avancer ici, c'est que l'homme a une nature prédéfinie parce que ce qu'il devient n'est que la manifestation d'une essence qui préexiste à la société. Chers élèves, rappelez-vous, lorsque nous avons parlé des naturalistes, nous avons fait allusion aux essentialistes, aux biologistes, nous avons montré que selon cette tendance-là, l'homme aurait une nature prédéfinie. Et cette nature préexiste à la société. Et donc, c'est ces opinions-là que nous devons montrer au niveau des présupposés de la pensée de l'auteur. Ici, par exemple, au niveau de cette idée, on peut citer Démocrite, je le cite, qui disait « Le caractère d'un homme fait son destin.
Donc chacun de nous ayant un caractère, ou du moins une nature fondamentale donnée, c'est cette nature-là qui détermine ce que nous sommes appelés à devenir. Et nous allons revenir sur la position des biologistes et des essentialistes pour montrer que chaque homme à la naissance porte en lui les gènes de son devenir. Rappelez-vous, nous avons parlé d'Alexis Carrel qui nous disait que si nous sommes pauvres, nous le devons aux défauts héréditaires de notre corps. Et si nous sommes riches, je le paraphrase d'ailleurs, donc nous le devons aux performances et aux qualités mentales de nos ancêtres. Et donc cette idée est bienvenue dans cette partie pour montrer que chaque homme porte en lui donc les gènes de son devenir. On peut citer par exemple Platon dans La République, je cite, « L'homme est prédéterminé ». Donc voici quelques idées sous-jacentes qui ont motivé Emmanuel Mounier à affirmer ce qu'il affirme. Donc nous allons passer maintenant tout à l'heure à l'explication de la pensée même de l'auteur. Donc en petit 2 ou dans votre deuxième partie du travail, vous allez montrer la position de l'auteur. Et qu'est-ce que l'auteur dit? Il dit la nature humaine, c'est de l'artifice. La nature humaine, c'est sa culture. Alors donc l'homme comme idée n'est que le produit de sa société. Chacun de nous, nous venons à la naissance en n'étant rien du tout et donc c'est la société qui met en nous l'ensemble des valeurs que nous défendons. Chaque homme est le produit de sa société. Et bien évidemment, nous allons montrer que c'est au sein de la société qu'on nous inculque les valeurs telles que les croyances, telles que le bien, telles que le mal, telles que le vrai, telles que la justice. Donc, toutes ces valeurs suprêmes, c'est au sein de la société que nous les apprenons. Et donc, chacun de nous porte en lui les marques de sa société. Une autre idée que nous pouvons montrer avec Emmanuel Mounier, c'est que sans le monde des autres, l'homme ne serait rien. Alors, chers élèves, rappelez-vous un peu, lors de vos cours, on a eu à vous parler de Lucien Malson, qui a fait une expérience sur les enfants sauvages, pour montrer que l'homme en dehors de sa société n'est rien du tout, il n'est qu'un monstre humain, monstre entre griffes tout simplement parce qu'il n'a pas vraiment les vraies caractéristiques d'un homme pour pouvoir se prendre en charge au sein de la société. Donc sans le monde des autres, nous ne sommes rien. Et nous allons citer ici donc Karl Marx dans son ouvrage Les œuvres complètes, je cite, « L'homme n'est homme qu'en communauté avec d'autres hommes ». C'est ensemble dans la communauté des hommes qu'on se mesure et qu'on sait qui nous sommes effectivement. Alors, on peut évoluer, peut-être une autre idée pour vous aider. Vous pouvez dire par exemple, c'est la société qui façonne l'individu et lui permet de se construire. Donc, au sein de la société, rappelez-vous avec les existentialistes, l'homme est artisan de son devenir. L'homme est artisan de sa destinée. C'est pourquoi d'ailleurs, dans l'existentialisme est un athée, ou dans l'existentialisme est un humanisme, Jean-Paul Sartre écrivait « L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait ». Alors bien évidemment, on comprend que Emmanuel Mounier est un culturaliste qui définit l'homme par sa culture essentiellement. Mais si on se rappelle bien, au niveau de la problématique de la nature humaine, nous avons dit que l'homme se définit à la fois par sa nature et par sa culture. Et notre consigne dit, que pensez-vous d'eux? Donc nous avons dit que nous sommes en face d'un plan dialectique. Nous avons fait la thèse, nous avons donc montré la pensée de l'auteur. Nous allons passer à l'étape d'évaluation de la pensée de l'auteur. Et il faut dire que Emmanuel Mounier a manqué tout simplement de nous dire que la culture à elle seule ne définit pas l'homme. L'homme est à la fois défini par sa nature et sa culture. Nous sommes ici avec la pensée des bioculturalistes. Donc, comme idée, chers élèves, vous pouvez dire c'est à la fois la nature et la culture qui définissent l'homme. Si l'homme n'avait aucune prédisposition naturelle, il serait difficile à la culture de venir se greffer sur ce qu'il est. Donc, l'homme est à la fois le produit de sa nature et de sa culture. Et François Jacob nous l'affirme dans Le jeu des possibles, lorsqu'il dit, je le cite, « L'homme est génétiquement programmé, mais il est programmé pour apprendre. » Et donc, au terme de ce sujet, chers élèves, chers candidats, vous devez être en mesure de nous montrer que Emmanuel Mounier n'a pas tort de définir l'homme par sa culture, mais la vraie définition de l'homme passe essentiellement par sa nature et par sa culture.
culture. Et nous passons donc à la conclusion, puisque un sujet de dissertation philosophique sans conclusion n'est pas encore achevé. Donc, en conclusion, vous devez nous dire tout simplement que la nature humaine dépend non seulement des conditions culturelles, mais aussi naturelles. Attention, chers élèves, c'est une idée que nous avons énoncée. Ça ne veut pas dire que sur vos copies, vous allez nous faire une conclusion en une seule phrase. Non, pas du tout. C'est juste une idée pour vous dire en quoi va consister essentiellement l'idée de la conclusion. Alors, je vous remercie pour m'avoir suivi, mais je ne vais pas vous quitter en vous laissant donc désœuvrer. Je vais vous proposer un exercice de maison, un exercice sur lequel vous allez réfléchir. Et je crois qu'à la prochaine séance, nous allons revenir sur certains aspects de ce sujet-là pour voir ce qu'il en est. Donc, vous allez noter le sujet. Le sujet dit « Les diversités culturelles sont-elles un atout ou un frein au rapprochement des peuples ?» Alors, je répète pour que vous puissiez noter pour ceux qui nous suivent à la radio. Les diversités culturelles sont-elles un atout ou un frein au rapprochement des peuples? Alors, chers élèves, je vous dis merci. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien et à très prochainement. Il faut dire que la philosophie, de par le point de vue du sens commun, semble peut-être difficile à appréhender. Et ce qui fait que nos élèves, quand ils viennent déjà en classe de terminale, ils viennent avec des idées préconçues. Et donc, lorsqu'ils sont en face des sujets, ils n'arrivent pas à s'approprier efficacement le sujet. Donc, la première difficulté souvent à laquelle nous faisons face, c'est que les candidats n'arrivent pas à vraiment assimiler donc, le sujet. Et une deuxième difficulté, c'est qu'il y a un problème de méthodologie auquel nous faisons face. Les élèves ne savent pas faire la différence entre un sujet à question ouverte, un sujet à passage d'auteur. Et très souvent, nous sommes confrontés à un problème de méthodologie. Néanmoins, dans toutes ces difficultés-là, il faut saluer quand même l'effort de certains élèves parce que malgré tout, ils arrivent à s'en sortir. Et je le dis ici, il est arrivé des moments où nous sommes allés corriger le bac. Des gens s'en sont sortis avec des notes de 19 sur 20 en philosophie, de 18 sur 20 en philosophie. Et donc, chers élèves, vous qui me suivez, je vous exhorte, la philosophie n'est pas difficile. Essayez de vous approprier le langage philosophique. Prenez du temps. Ce n'est pour rien que l'examinateur vous donne 4 heures pour chaque épreuve. Prenez votre temps, assimilez le sujet, appropriez-vous les concepts et vous allez voir que vous allez réussir efficacement les épreuves de philosophie. Alors, comme document philosophique, il faut dire que la philosophie ne rejette aucun aspect de la réalité. Tous les documents peuvent passer, mais encore faut-il que lorsque les élèves exploitent ces documents-là, qu'ils puissent retirer l'essentiel de ces documents qui se rattachent aux cours qu'ils ont eu en classe. Sinon, comme annales, ils peuvent utiliser les journaux, n'importe quoi, même les adages sociaux et tout, mais il faudrait faire de telle sorte que ce qu'ils prennent dans ces documents-là se rattache essentiellement au programme qui leur est décliné en classe. Sinon, la philosophie ne rejette rien comme document.